Bonjour, 안녕하세요. 제전 알리안스 프랑스입니다. 오늘은 마리안 마지디를 인터뷰하겠습니다. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, vous avez gagné beaucoup de popularité en France avec votre premier roman, mais le public coréen vous connaît encore peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Mariam Majidi. J'ai écrit mon premier roman qui a été publié en janvier 2017 en France, qui s'intitule Marx et la poupée aux éditions du Nouvel Attila. Et je suis très heureuse de venir le présenter en Corée du Sud aujourd'hui. La première partie du livre se concentre sur la révolution iranienne, la vie pendant et après la révolution iranienne. Le public coréen ne connaît pas forcément cette partie historique. Est-ce que vous pouvez brièvement la réexpliquer? Oui, bien sûr. Alors brièvement, si je devais le résumer, je dirais qu'effectivement, on a eu donc, pendant des siècles et des siècles une monarchie absolue en Iran. Donc différentes dynasties se sont suivies. La dernière dynastie, c'était la dynastie Pahlavi. Et puis il y a eu une révolution en 1979, durant laquelle le dernier shah, ce qu'on appelle le shah d'Iran, le dernier roi d'Iran, a été destitué de son pouvoir. Et c'est l'ayatollah Khomeini qui a pris le pouvoir à ce moment-là et qui a établi une théocratie qu'il a appelée la République islamique d'Iran. Donc une histoire assez tragique et j'ai fait un rapprochement avec l'histoire moderne de la Corée et de l'Iran qui est bien sûr très différente, mais qui est assez tragique et qui est marquée par une grande diaspora. Et les Coréens ont une expression pour parler d'un sentiment de mélancolie qui serait en eux tout le temps, le han. Est-ce que dans la communauté iranienne, il y a un sentiment de mélancolie similaire ou Vous voulez dire la communauté iranienne en exil ? peut-être les deux? Oui, alors c'est très juste. Effectivement, il y a une sorte de vague à l'âme, comme ça, qu'on pourrait aussi traduire par la mélancolie, ou plus précisément par un sentiment en fait nostalgique. C'est-à-dire que les Iraniens en exil, évidemment, ressentent la nostalgie du pays qu'ils ont dû quitter, du pays un peu perdu. Et puis les Iraniens en Iran ressentent aussi la nostalgie par rapport en fait à une société idéal qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Donc la révolution, en 79, c'était cette volonté d'avoir une démocratie enfin dans ce pays. On a bien vu que ça ne s'est pas du tout passé comme ça et qu'on a même perdu encore davantage de liberté. Et à chaque mouvement de révolte, il y a toujours cette volonté, ce désir de changer la société, de l'améliorer, et ce rêve est toujours avorté. Donc il y a de la mélancolie et de la nostalgie effectivement dans cette communauté. Différentes par rapport à ceux qui sont en exil? Bien sûr. Alors, dans le livre, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est le passage de la cantine et le passage du croissant. C'est un petit rapprochement. Est-ce que vous pensez que le choc gastronomique est aussi important que le choc linguistique? Ah bien sûr, surtout pour un enfant. En fait, pour un enfant, parce que c'est vrai que moi j'avais 6 ans, dans le roman La petite Mariam a 6 ans, elle est obligée de manger à la cantine. Et dans une première version du texte, j'avais appelé ça l'exil alimentaire. Et c'est vrai que c'est une forme d'exil parce qu'on ne reconnaît plus rien, on n'a plus aucun repère. Et je pense que la nourriture pour un enfant est tout de même peut-être le repère le plus important. C'est pour ça que moi j'avais autant souffert de cette cantine. Mais est-ce que c'est un sentiment un peu similaire des années plus tard avec le passage du croissant en Chine où finalement il y a cette fois une nourriture qui nous manque, qu'on ne peut pas avoir dans le pays où on se trouve? Bien sûr, parce qu'en fait, alors cette histoire des croissants et l'anecdote pékinoise en fait vient dire une chose très simple, c'est que un aliment n'a de valeur que parce qu'il est investi par le souvenir. Donc les croissants, quand ils sont vides de souvenirs, n'ont aucune saveur. Donc la saveur, en fait, vient pour moi du souvenir. Et c'est vrai que au fil des années, les croissants ont pris une saveur pour moi parce qu'ils ont été chargés d'instants de vie, de moments de vie. Et c'est ce qui m'a manqué à Pékin. Et c'est pour ça qu'on en avait la nostalgie, justement. Je connais ça. Du coup, vous parlez de votre aventure pékinoise. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le métier d'enseignant de FLE et l'expatriation? L'envie, l'attrait du lointain.
Mais vraiment, c'était très très fort en moi parce que je supportais plus d'être tout le temps tiraillée entre la France et l'Iran, l'Iran et la France. Et donc j'ai vraiment eu ce besoin d'aller le plus loin possible dans un pays qui n'avait aucune relation, aucun rapport avec mon histoire. Et j'ai choisi la Chine. Bon choix. Voilà. Du coup, est-ce que c'est votre premier voyage en Corée? En Corée du Sud, oui. D'accord. Et pour l'instant, vos impressions, c'est un peu court peut-être? Ma première impression, c'est l'idée d'une modernité qui s'est faite de façon très, très rapide et très brutale, on le sent, et d'une tradition qui a un petit peu du mal à conserver sa place en fait. Hein. Juste au niveau de l'espace, on voit bien qu'il y a une modernité totalement écrasante. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a frappée, oui. La traduction du roman en coréen, c'est La leçon de persan. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Moi, j'aime beaucoup ce titre parce qu'en fait, justement, alors contrairement au titre original Marx et la poupée, la leçon de persan, en fait, replace au centre, donc vraiment dans une place centrale, le persan et toutes les problématiques liées à la langue. Parce que, en fait, c'est, si vous voulez, le premier titre que moi j'avais trouvé, c'était Comment peut-on être persan? Bon, on a discuté ensuite avec l'éditeur, je lui ai ramené 30 titres, et parmi les 30 titres, il y avait Marx et la poupée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier titre qui m'est venu à l'esprit, c'est Comment peut-on être persan? Donc avec aussi cette idée que finalement, la réflexion tourne vraiment autour du persan. Alors, en plus, la leçon de persan, c'est le persan vraiment dans cette problématique de la langue. Et j'ai trouvé ça, en fait, beaucoup plus doux comme titre. Et surtout, avec vraiment cette idée que c'est la langue qui est interrogée dans ce roman, plus que les histoires de nationalité ou de territoire. Plus que la politique, en fait, puisque quand on voit Bien le titre sûr. Marx et la poupée, on voit au début du livre, Bien vous parlez sûr. plus du communisme qui a marqué la Mon jeunesse enfance, ouais. de vos parents aussi. Et la jeunesse de mes parents, oui. Une anecdote très drôle où vous êtes obligé De donner vos mes jouets aux enfants pauvres, oui. Mais du coup, dans la plus grande partie du livre, on sent plutôt votre histoire en France avec la langue française. Bien sûr, la bien sûr, personne. bien sûr. C'est vrai que ce titre est un peu plus proche du thème central. Disons, et en plus, ce titre est beaucoup plus proche de la deuxième partie du roman, qui est la deuxième naissance, et qui raconte justement le fait de devoir apprendre une nouvelle langue, qui est le français, d'abandonner le persan, quelle place accorder au persan. Donc voilà, ça me plaît. C'est vrai que je trouve effectivement qu'on s'éloigne peut-être un peu plus de la dimension politique pour atteindre une dimension peut-être plus profonde aussi, qui est l'histoire du persan pour cette petite fille. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.